Je maintiens, Jean-Luc Mélenchon a bien les yeux bleus, gris acier, enfin en tout cas les yeux clairs, il n'a pas les yeux sombres, mais le regard noir comme vous l'avez si bien dit Catherine Ney. La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde, on commence avec la disparition d'un symbole. J'étais l'écrivain du pognon. C'est comme cela qu'il se définissait lui-même. Lui, c'est Paul Sulitzer, dont on a appris hier la disparition. Alors, son nom ne dit probablement pas grand-chose aux moins de 40 ans. Eugénie Bastier n'a pas dû lire beaucoup de ses bouquins, mais il symbolisa finalement une époque, raconte Thierry Clermont dans Le Figaro, celle des années fric, les années 80. Alors que Mitterrand accède au pouvoir, les Français découvrent paradoxalement les joies de la bourse, les médias commencent à s'intéresser à l'économie, Bernard Tapie, patron moderne, a une émission à la télé, Le Figaro invente les pages saumon. Paul Sulitzer, lui, publie Monnaie, un western financier qui se vendra à 1 million d'exemplaires et dont il exploitera ad nauseum le filon. Mes livres, disait-il, visaient à décomplexer l'argent, la liberté d'entreprendre. J'en avais assez de la dictature de l'intelligentsia vis-à-vis de la réussite financière. Je voulais parler de façon moderne du capitalisme. Alors est-ce que ça veut dire que toute la France est depuis convertie à l'économie de marché ? Alors loin s'en faut, de LFI aux écologistes, nombreux sont encore ceux dans notre beau pays comme Éric Lombard qui estiment que la France ne doit pas être un pays libéral. Cependant, le sondage Odoxa pour Challenge évoqué à la une de l'opinion est intéressant. Pour les Français, les patrons sont désormais plus crédibles que les politiques. N'en déplaise à Sophie Binet, la patronne de la CGT, pour qui les grands patrons coulent le pays, il semble que la pédagogie dans laquelle se sont lancées les têtes d'affiche du CAC 40 commence à porter leurs fruits. Signe qui ne trompe pas, écrit Muriel Motte, la taxation des entreprises est désormais majoritairement rejetée par les Français, ce qui n'était pas le cas en septembre dernier. Et on continue à parler taxation des entreprises. Oui, mais après les très grandes, les très petites maintenant. Éric Lombard a été obligé en urgence de manger son chapeau hier en direct dans le journal de France 2. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en catimini, le ministre des Finances avait décidé de taxer les auto-entrepreneurs, les artisans, les coiffeuses à domicile, les brocanteurs, les chauffeurs de taxi, une population souvent précaire qui peine à joindre les deux bouts. Allez découvrir les joies de la TVA à 20%, explique Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. L'État vorace est décidément insatiable, commentait aussi écœuré Nicolas Bétou de l'Opinion, mais finalement, le ministre a reculé hier soir, en tout cas pour l'instant. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Le grand règlement de compte à gauche qui a commencé, socialiste et insoumis s'invective, raconte Adrien Vallat des Échos. La bataille a lieu également sur les réseaux sociaux, avec notamment ce visuel de la France insoumise où les visages d'Olivier Faure et Marine Le Pen se confondent. Cela n'a pas plu aux socialistes, et pas sûr que ça plaise non plus aux RN. Pendant ce temps-là, les macronistes s'apprêtent à vendre leur siège parisien. Le bâtiment situé dans le chic 8e arrondissement était censé, en 2021, incarner la toute-puissance du macronisme, écrit Olivier Beaumont du Parisien. 4 ans plus tard, le bâtiment a des allures de vaisseau fantôme, vide, même plus chauffé. Attal serait résolu à s'en débarrasser. Mais l'actualité, eh bien, ce sera demain ceci. Le coq gaulois, il est superbe, yeux bleus, pas comme Mélenchon, crête hérissée à la une du Midi Olympique, l'hebdo du rugby. Et il attend de pied ferme l'anglais. Demain, c'est effectivement le crunch, le match qui croustille. Angleterre-France à Twickenham, pour rien au monde. Les amateurs ne manqueraient cette rencontre, qui est aussi accessoirement la suite de la guerre de 100 ans. Dès ce matin, l'équipe propose à ses lecteurs 15 tranches de crunch, comme il dit, 15 histoires de ces France-Angleterre en tranches fines à la machine à jambon. L'édition 1989, par exemple, qui vira au cauchemar pour le talonneur british Brian Moore et son dentiste. Alors, il ne s'est pas pris un râteau avec une blonde, Catherine, mais Philippe d'Intrance, un beau bébé d'un petit quintal. Fair play, le Français rapporta aux citoyens de sa gracieuse majesté l'une de ses dents. Mais après ces combats de coq, on va terminer beaucoup plus pacifiquement avec un autre animal. Ce que vous entendez là, c'est le chant des baleines. Eh bien, ce serait en fait moins un chant qu'un langage. C'est ce que viennent découvrir des scientifiques, et l'info fait la une du Figaro. Les vocalisations de ces cétacés respectent des règles structurelles que l'on pensait réservées à la parole humaine. Bref, les baleines parlent. Reste maintenant à écouter et comprendre ce qu'elles ont peut-être à nous dire.
Ah bah moi je peux vous dire ce qu'elles disent. À moins de bruit là-haut, là, ça commence à bien faire là. L'enfer des moteurs de bateau selon les baleines. Merci beaucoup Olivier Delagarde pour votre revue de presse apaisante. C'est un plaisir.